on va maintenant aborder deux séquences qui vont vous permettre d'une part donc de 9h45 à 10h30 de bien saisir les fondamentaux du programme Erasmus+. Et puis vous aurez également une autre séquence de 11h à 12h30 qui va vous permettre de transformer une idée en projet Erasmus+. Et donc des temps d'échange également à la pause donc de 10h30 et puis ensuite de 11h à 12h30. Voilà, alors je vais inviter maintenant Lionel Clémençon, qui est le responsable du pôle éducation, et Aude Richard, qui est chargée de promotion sur le secteur de l'enseignement supérieur, à venir me rejoindre. Alors, Lionel et Aude vont en 45 minutes chrono vous faire découvrir tout ce que vous souhaitez savoir sur le programme Erasmus+, sans jamais oser le demander. Donc, à 45 minutes, je vous laisse en très bonne compagnie. C'est à vous. Merci Audrey. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons commencer tout de suite cette petite session par un quiz. Alors, ce que l'on va vous demander, c'est de sortir vos téléphones, peut-être vos tablettes, vos ordinateurs portables, pour ceux qui sont à distance, et vous allez aller sur le site menti.com. Donc vous allez taper www.menti.com, M-E-N-T-I. Tout le monde peut jouer. Et en parallèle, je vais demander à la régie de lancer le Menti sur l'écran, s'il vous plaît. Alors, www.menti.com. Pour les personnes qui nous regardent aussi derrière leur écran, bien sûr, ils peuvent participer. Alors, vous allez entrer un code. Le code s'affiche à l'écran, il est tout petit là-haut. C'est le 80 73 21 61. Alors, vous allez taper le 8 0 7 3 2 1 6 1. Et là, on va vous poser une petite question toute simple. Si on vous dit Erasmus+, vous pensez à quoi? Alors, www.menti.com, 80 73 21 61. Vous avez 4 réponses au choix, sachant que vous pouvez répondre à vous pouvez faire plusieurs choix, vous pouvez répondre à plusieurs choses. Et voilà, ce n'est pas une question d'évaluation, c'est juste pour vous connaître un peu mieux et savoir ce que vous connaissez du programme. Alors, Erasmus+, c'est quoi? C'est l'auberge espagnole, ce fameux film-là. Les apprentis, la maternelle ou les associations? Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que Erasmus vous évoque? L'auberge espagnole, film de 2002 quand même. Hein, on va bientôt pouvoir fêter les 20 ans de ce film qui n'a pas pris une ride. Bah, écoutez, ça fait plaisir. On voit que vous êtes très, très nombreux à voter sur place et à distance. Alors oui, effectivement, Erasmus+, c'est quoi? C'est sûr, c'est l'auberge espagnole. C'est un film fort sympathique où on voit des étudiants qui partent, notamment un étudiant français qui part faire ses études à Barcelone. Mais Erasmus, c'est aussi les apprentis. Ça peut aussi toucher les écoles maternelles, et on vient de le voir avec certains témoignages, mais également toutes les associations. Ce qu'on voulait vous présenter là, c'était qu'effectivement, dans Erasmus, tout type de structure et tout type d'organisme peut participer au programme Erasmus. Je crois qu'on peut lancer la deuxième question, s'il vous plaît. Merci. Qui peut partir avec Erasmus+? Donc là, vous avez le choix entre, première proposition, les bénévoles d'une association, les enseignants, formateurs, les comptables, plus généralement le personnel non enseignant, on peut généraliser, et les élèves. On peut vite se laisser attendrir par ces petits chatons. Alors, si vous avez bien écouté les superbes témoignages de nos lauréats, ça ne devrait pas trop poser de problème, je pense, cette question. Voilà. Donc au global, effectivement, là, toutes les propositions sont bien évidemment correctes.
le message qu'on veut vous faire passer ici, c'est que dans Erasmus+, peuvent partir se former, échanger, apprendre à l'étranger. Bien évidemment, on va dire ce qu'on appelle les apprenants, donc les élèves, mais aussi tout le personnel qui intervient autour de l'élève, que ce personnel soit enseignant ou non enseignant. Et dans le cadre d'une association, bien sûr, plus largement, tout le personnel de l'association, y compris les bénévoles qui interviennent aussi dans l'accompagnement des usagers de l'association. Donc le programme est vraiment ouvert à tous, voilà, toute catégorie d'individus au sein d'un organisme éducation-formation. On lance... La régie peut lancer la troisième question. Il y en a 4, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Alors, Erasmus+, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est échanger des pratiques entre des collèges européens? Est-ce que c'est rencontrer l'amour de sa vie? Est-ce que c'est fait pour élargir son réseau professionnel? Ou bien découvrir d'autres cultures, quelles qu'elles soient? Peut-être un peu tout, peut-être l'une ou l'autre, peut-être que certains voudraient partager une expérience de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est Erasmus+? Il y a une grosse sélection sur la danseuse, hein, sur la droite. Ouais, elle plaît bien, notre... Effectivement, danseuse Erasmus+, folklorique. c'est ça. Oui, effectivement, on échange des pratiques avec des collègues européens, bien entendu. On découvre d'autres cultures, on élargit son réseau professionnel. Et on peut aussi rencontrer l'amour de sa vie, hein. On avait parlé du million de bébés Erasmus il y a quelques temps. Donc, effectivement, depuis plus de 30 ans que le programme existe, effectivement, il y a eu des rencontres culturelles. En tout cas, ce qui est important, et on l'a vu dans les témoignages de tout à l'heure, c'est surtout voilà, la rencontre de l'autre, l'altérité, l'ouverture d'esprit et surtout ce sentiment voilà, d'appartenance qu'on peut avoir en participant à ces projets Erasmus. Voilà, tout ce qui est tolérance, ouverture, voilà, c'est du bon ça. Donc tout est bon. Et on va finir par la quatrième question. Donc Erasmus+, c'est encore développer de nouvelles compétences, partir en vacances tout frais payés, merci l'Europe, améliorer ma connaissance des vins européens, suivre une formation en Europe. Donc là, effectivement, on voit ce qui se détache très nettement, c'est les deux réponses qui touchent à l'acquisition de connaissances ou de compétences, voilà, pour à la fois, encore une fois, j'insiste bien, pour les élèves, tous les apprenants et également pour les personnels et les personnes qui entourent ces apprenants. Alors, c'est marrant parce que améliorer ma connaissance des vins européens, ça, c'est complètement correct. Donc, vous êtes un élève en lycée professionnel ou en CFA dans le domaine de l'œnologie. Effectivement, vous pouvez bénéficier d'une mobilité Erasmus+, pour aller vous former, faire d'un stage dans une entreprise, dans un domaine viticole européen. Donc cette réponse est tout à fait correcte. Voilà, partir en vacances tout frais payés, bon, ça c'était pour le clin d'œil. Très bien. Alors, on en a fini pour cette petite entrée en matière. Maintenant, Aude, on va présenter la suite. Oui, tout à fait. Donc, on peut revenir sur la présentation générale, s'il vous plaît. Donc là, la séquence qui va s'ouvrir à nous. Attendez, je laisse 2 minutes à la régie pour nous remettre sur la présentation. Donc là, on a vu tous les témoignages. On a fait ce petit sondage pour rigoler un petit peu. Et maintenant, on va présenter cette séquence qui va se diviser en 2 grandes parties. Donc, une partie présentation générale d'Erasmus. Hein. C'est quoi? C'est pour qui? C'est avec qui? Et en fait, une partie peut-être plus opérationnelle et technique sur monter un projet. Voilà, qu'est-ce que je fais avec mes équipes, les activités et le budget. Et là, nous attaquons tout de suite avec la première partie. Donc, c'est Lionel qui va commencer. Oui, donc Erasmus, qu'est-ce que c'est? C'est le programme phare quand même de l'Europe, hein, vous aurez compris, un programme qui va fêter bientôt ses 35 ans.
un programme qui bénéficie d'une bonne notoriété, d'une bonne image, même s'il est encore très associé effectivement aux étudiants et aux établissements d'enseignement supérieur. L'objectif ce matin aussi, c'est de vous faire comprendre qu'il est ouvert à beaucoup d'autres organismes. Un programme qui est plutôt bien doté en termes de financement. L'Europe souhaite continuer effectivement à investir dans l'éducation et la formation. Donc on a une nouvelle période de programmation, on appelle ça comme ça, la programmation Erasmus+, qui a démarré l'année dernière avec un budget de 26 milliards d'euros. C'est inespéré, une augmentation de 80% par rapport à l'ancienne période. Erasmus, ça s'entend sur 7 ans. Donc les institutions européennes votent tous les 7 ans le nouveau budget. Donc là, c'est un budget quand même qui est extrêmement bien doté pour les 7 ans à venir. Ce budget, il sert à quoi? Il sert à financer effectivement des projets qui répondent aux grands défis en matière d'éducation et de formation. Alors ces défis, ces priorités Erasmus, comme on les appelle, ils sont au nombre de 4. La première, c'est l'inclusion et la diversité. Donc là, je ne reviens pas effectivement sur ce qui a été évoqué par nos grands témoins. L'objectif est d'emmener encore plus de monde dans ces mobilités Erasmus+, des personnes qui sont éloignées justement de ces mobilités, qui sont peut-être qui s'autocensurent, qui sont inhibées. Donc là, on pense à des personnes pour des raisons géographiques, de santé, pour des raisons socio-économiques. Donc là, c'est faire participer le maximum de personnes au programme. Deuxième priorité, la transition écologique. Alors cette transition écologique, elle s'entend de trois façons. Premièrement, le fait que Erasmus+ incorpore en fait des activités d'éducation aux enjeux de développement durable. Deuxièmement, des projets Erasmus+, qui soient aussi, référence de bonnes pratiques en termes de gestes éco-responsables, c'est-à-dire privilégier le train à l'avion, par exemple, ou utiliser des outils numériques, dans certains cas, pour faire des réunions entre les partenaires. Donc là, on encourage effectivement l'utilisation du numérique pour limiter l'empreinte carbone. Et troisième chose, dans cette dimension de transition écologique, c'est Erasmus+, qui peut soutenir des projets sur les nouvelles compétences vertes, les nouveaux métiers dont nous allons avoir besoin pour faire face à ces enjeux de réchauffement climatique, de meilleure gestion des déchets, etc. Donc là, c'est l'occasion d'utiliser Erasmus+, pour travailler sur des parcours de formation. Troisième priorité, la transformation numérique. C'est l'utilisation en fait, des outils numériques dans les projets pour développer les compétences à la fois des apprenants et puis des formateurs, des enseignants. Et au global, d'un point de vue, on va dire, plus systémique, c'est aussi améliorer la qualité, moderniser vos pratiques pédagogiques, développer, expérimenter de nouveaux outils pour un apprentissage en fait davantage hybride, flexible. Dernière priorité, la citoyenneté européenne. Donc là, on en a eu aussi l'exemple tout à l'heure. Erasmus+ a un rôle fondamental dans l'éducation aux médias, la connaissance des institutions européennes, des processus démocratiques, faire en sorte que les bénéficiaires ils comprennent davantage qu'est-ce qu'est l'Europe, quelles sont ses valeurs et comment je peux participer de manière consciente et cohérente et puis responsable au processus démocratique européen. On peut peut-être préciser que du coup, pour ces 4 priorités, on pourra retrouver nos collègues qui tiendront des corners, vous les retrouverez après cette session, et qui pourront vous parler plus en détail de chacune de ces priorités. Tout à fait. Alors on passe à la diapo suivante. Donc Erasmus, ce qui sous-tend Erasmus, en fait, c'est l'éducation tout au long de la vie, l'éducation et la formation tout au long de la vie. Erasmus+, on démarre dès la petite enfance, en passant par toutes les étapes de scolarisation, premier degré, second degré, études supérieures. Et puis n'oublions pas,
qu'Erasmus+, c'est aussi pour les adultes, pour notamment les personnes qui, là, sont accompagnées par des structures dans un objectif d'insertion sociale, d'inclusion, d'accès aux droits, de compétences de base. Voilà, donc là, on va plutôt avoir des citoyens qui sont en demande en fait, de monter en compétences pour davantage s'intégrer, participer à la vie quotidienne et puis s'insérer sur le marché du travail. Alors effectivement, Erasmus, c'est pour qui? Pour quel type de structure, quel type d'organisme, quel type de public? Eh bien, on l'a vu, ça commence dès le plus jeune âge. Au niveau de tout le secteur de la petite enfance, qui du coup est complètement concerné par les programmes Erasmus, également le primaire, donc les écoles maternelles, les écoles élémentaires, et également les collèges, les lycées généraux, technologiques, et également tout ce qui est du secteur public, privé. Tous ces établissements peuvent entièrement participer au programme Erasmus. Ça bénéficie à qui? Aux élèves, bien entendu, aux enseignants et à tout le personnel administratif et de direction. On a pu le voir dans quelques exemples. Et tout ça, c'est ce qui s'appelle le secteur de l'enseignement scolaire, dans le guide du programme Erasmus. Oui, cette notion de secteur, elle est très importante. On va l'approfondir aussi dans l'atelier suivant. Alors, deuxième grand secteur, c'est la formation professionnelle. Donc, on retrouve bien entendu les lycées professionnels, les CFA, tout organisme de formation continue. Et puis, en termes de public, bien sûr, les élèves des lycées pro, les apprentis, enseignants, formateurs, maîtres d'apprentissage. Ça, c'est souvent, effectivement, on n'y pense pas. Mais là, encore une fois, un projet Erasmus+, c'est un projet de système, c'est un projet dans lequel on peut emmener, en fait, des fois, des publics qui interviennent bien au-delà du petit cercle restreint. Donc, les maîtres d'apprentissage, là, sont complètement éligibles pour aussi, eux, partir en mobilité. L'ensemble des personnels non enseignants aussi de ces structures. Ensuite, on a un troisième grand secteur éducatif. Donc, on continue sur la frise de la vie. On a commencé avec les petits, ensuite les études, les études technologiques. Et ensuite, on passe à l'enseignement supérieur. Donc là, on est sur tout ce qui concerne le post-bac. Là, on a qui est concerné? Les universités, bien entendu, les écoles, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs. On pense aussi aux instituts de formation aux soins infirmiers, à toutes les sections BTS que l'on retrouve dans les lycées, certes, mais ça reste de l'enseignement post-bac, les IUT, etc. Donc pour tout ce secteur-là de l'enseignement supérieur, les personnes concernées qui peuvent bénéficier du programme sont bien entendu les étudiants, les doctorants, les enseignants-chercheurs et tout le personnel administratif, technique et de direction. Là, on est bien sûr le secteur de l'enseignement supérieur. Dernier secteur, donc c'est le secteur éducation des adultes. Alors un secteur qui est très protéiforme, qui n'est pas évident effectivement à appréhender parce que donc très diverses. Donc on va avoir des associations, des entreprises, plutôt des entreprises d'économie sociale et solidaire, toute organisation en fait qui intervient sur des enjeux d'action sociale, d'insertion, que celle-ci soit professionnelle ou plutôt sociale. Donc on va retrouver aussi des acteurs de l'éducation populaire, les acteurs de la promotion culturelle. Comme je l'ai expliqué précédemment, l'objectif ici, c'est par rapport à des salariés, par rapport à des usagers, des bénéficiaires qui sont éloignés de l'emploi, éloignés de la société, qui n'ont pas les compétences suffisantes pour accéder à leurs droits, pour participer au fonctionnement de la société, c'est de les faire, de les accompagner, de les faire monter en compétences. Donc il y a une vraie dimension éducative. C'est vrai que cette dimension, cet apprentissage, il est plutôt non formel. On n'est plus dans des structures d'éducation formelle avec forcément derrière une certification. Là, c'est vraiment l'accompagnement pour mieux trouver sa place dans la société. Donc sur ces structures-là, tout le monde est concerné, donc les salariés bénévoles de la structure, mais aussi, donc bien sûr, les apprenants eux-mêmes, puisqu'on peut parler aussi d'apprenants, même si dans le jargon de ces structures, on parle plutôt de bénéficiaires et d'usagers. Mais là, Erasmus+ permet aussi de faire bouger ces publics.
Donc là, on a vu toutes ces parties. Erasmus+, c'est pour qui? Mais maintenant, la question, c'est pour faire quoi? Alors, on retrouve nos petits secteurs éducatifs, vous voyez, qui sont donc le scolaire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les adultes. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, toutes ces personnes-là? Il y a énormément d'activités qui sont possibles de faire grâce à Erasmus. On peut organiser des rencontres entre élèves en Europe. Il est possible que les enseignants partent se former, par exemple, autour de nouvelles pratiques pédagogiques, inclusives. Il est possible de partir faire des stages également dans une entreprise européenne, peut-être pour développer des compétences. Il est possible de coopérer autour des thématiques éducatives, de partir étudier en Europe. C'est l'auberge espagnole, on connaît bien. Ça peut être échanger des pratiques entre des acteurs de l'insertion sociale. Il y a énormément de choses qui sont possibles, qu'il est possible de réaliser grâce à Erasmus+. Globalement, pour les exemples que nous avons là à l'écran, des élèves qui font des rencontres en Europe, un enseignant qui part se former, un étudiant ou un apprenti qui part en stage, ou l'étudiant qui part quelques mois faire ses études à l'université, dans une université en Europe, lorsque le but en soi, c'est de se déplacer, d'apprendre, d'acquérir des compétences durant toutes ces périodes d'études, de stage. C'est ce qui s'appelle dans le programme Erasmus+, l'action clé 1, la mobilité. Ensuite, parmi tous les exemples qu'on a donnés, en ce qui concerne la coopération, l'échange de pratiques entre partenaires, créer des contenus innovants. On a vu dans le projet de tout à l'heure, l'idée c'était de créer, dans la petite vidéo, l'idée c'était de créer un guide, un guide de bonnes pratiques dans le milieu associatif. Là, c'était dans le milieu des radios. Tout ça, c'est possible. Dans le guide Erasmus, c'est ce qui s'appelle l'action clé 2, et ce sont les actions de partenariat. On peut donner quelques exemples, mais c'est vrai que on en a vu ce matin, comme travailler sur les habitudes alimentaires des élèves. Ça peut être des projets tout à fait possibles qui peuvent mêler l'agriculture, le local, l'environnement, les collectivités. On peut lutter contre les stéréotypes de genre, par exemple, dans l'orientation professionnelle. On a eu aussi des projets qui étaient de développer les compétences numériques du public en prison. Et on peut également faire de l'éducation aux médias, notamment pour reconnaître les fake news. Il y a tout un tas de projets qui est possible. Ce qu'il faut retenir dans ces partenariats, c'est qu'on est sur une coopération parmi une multitude d'acteurs et une multitude de structures. Alors, pour résumer déjà ces premiers concepts là qu'on a évoqués avec Aude, donc il y a la notion de secteur éducatif. Donc ça, c'est quelle structure peut accéder et dans quel secteur, puisqu'en fait, ce budget Erasmus+, il est réparti suivant ces 4 secteurs éducatifs. L'enseignement scolaire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'éducation des adultes. Voilà. Il y a également un volet jeunesse et sport avec une agence qui est à Paris. Là, aujourd'hui, comme l'a défini en introduction notre directrice Laure Coudrello, vous êtes avec nous, l'agence Erasmus+, éducation, formation à Bordeaux, et on s'occupe de ces 4 secteurs éducatifs que vous avez ici à l'écran. Et Erasmus, pour faire quoi? Donc là, retenez 2 types de projets, 2 actions clés, la mobilité des apprenants et du personnel, et les partenariats qui engagent effectivement une multitude d'acteurs. Donc là, dans les partenariats, vous pouvez penser très très large en termes de type de structure, en type de thématique aussi. C'est important dans ces partenariats, des thématiques qui s'inscrivent dans les 4 grandes priorités qu'on a citées dès le départ, l'inclusion, la transition écologique, la transformation digitale et la vie citoyenne, participation à la vie démocratique. Voilà, donc ça, c'était un premier point d'étape. On continue, parce qu'effectivement, Erasmus, l'ADN, c'est aussi avec qui je fais mon projet, dans quel périmètre géographique. Donc Erasmus+, en fait, c'est 33 pays européens, des pays européens qui participent au programme, dont les membres de l'Union européenne, qui cofinancent le programme. Donc ça, c'est un premier périmètre.
Et le périmètre, d'année en année, il a aussi tendance à s'élargir aussi au reste du monde. Donc il y a des possibilités de collaboration suivant les secteurs. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Vous démarrez, donc on va rester quand même simple et compréhensible. Mais sachez effectivement qu'il y a, notamment pour les partenariats, notamment pour l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, la possibilité aussi de travailler avec des partenaires qui sont hors Europe. Alors comment on fait pour les... Si vous voulez bien revenir sur la diapo précédente. Je crois qu'on a sauté une diapositive. Oui, je crois qu'il manque une diapositive. Oui. Attends, hop. C'est pas grave, donc je vais, c'est les aléas du direct. Donc avec qui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que bon, ces partenaires, ok, je vous ai montré la carte de l'Europe, du reste du monde, mais vous allez me dire, mais comment je fais pour les trouver? Alors, pour les trouver, effectivement, il y a déjà autour de vous, le premier cercle, c'est les comités de jumelage, c'est vos réseaux personnels, professionnels. Là encore, je pense qu'il serait intéressant aussi d'aller discuter lors des corners avec nos lauréats pour leur poser la question, mais comment vous avez fait pour trouver vos partenaires? Après, au niveau d'Erasmus, il y a aussi des outils qu'on met à votre disposition, complètement gratuits bien évidemment, qui sont eux-mêmes financés en partie par le budget du programme. Il a été évoqué le nom d'eTwinning. Voilà. Donc eTwinning, c'est un formidable outil. C'est une plateforme qui rassemble quasiment, je crois, 1 million d'enseignants aujourd'hui, des enseignants du premier degré, du second degré, de la voie générale, technologique, professionnelle. Et c'est là aussi que vous pouvez rencontrer vos futurs partenaires. Il y a également la plateforme EPAL, là, dont on a vu apparaître le logo tout à l'heure. La plateforme EPAL, là, elle est très utile aussi pour faire des liens, faire des connexions partenariales pour vous, les associations qui œuvraient dans l'éducation des adultes, mais également pour les organismes de formation continue, s'il y en a aujourd'hui avec nous, ou également les CFA qui peuvent y trouver des idées, des sources d'inspiration de projets. Et puis, enfin, sachez qu'au niveau de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, nous organisons en fait des rencontres européennes Erasmus+. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rencontres européennes Erasmus+? En fait, c'est des séminaires, donc on prend une certaine quantité, on a des places, hein, donc là aussi, c'est complètement financé par une partie du budget du programme Erasmus+. Donc pour vous, c'est totalement gratuit et on vous accompagne sur des séminaires de contact à l'étranger dans d'autres agences Erasmus+, puisqu'effectivement, j'ai oublié de vous préciser que dans les pays européens, il y a à chaque fois une agence Erasmus+, qui, elle aussi, s'occupe de ces porteurs de projets. Donc là, l'idée, c'est qu'avec l'accompagnement de l'agence française, on vous mette aussi en connexion avec des partenaires européens grâce à ces rencontres européennes. Là aussi, je vous invite à rejoindre notre collègue Catherine, donc, lors de la pause à partir de 10h30, qui vous présentera le programme de ces rencontres européennes. Voilà, elles sont thématisées, bien entendu, et vous y trouverez certainement votre place. Donc, on va continuer maintenant avec la deuxième partie de notre présentation. On a vu les différents concepts clés. Maintenant, voilà, on va vous exposer un petit peu la méthodologie pour mener un projet. Alors, n'ayez pas peur, en fait, il y a 4 grandes étapes, mais j'insiste quand même, il faut de la méthode. Là encore, je fais référence au témoignage de tout à l'heure. Vous avez compris que voilà, on ne se lance pas dans un projet tout seul. Il y a une méthodologie, il y a des jalons, il y a tout un tas de choses à respecter et à travailler pour faire un projet réussi. Alors c'est vrai qu'on vous a montré tout à l'heure la frise de la vie, hein, du plus jeune âge à un âge plus avancé. Maintenant, on va vous montrer la frise, on va dire, voilà, du montage de projet. Donc là, on est sur une étape qui s'appelle l'étape de maintenant. Donc le guide du programme Erasmus+ vient de sortir. C'est un guide qui paraît chaque année.
Là, il vient de sortir en français et grâce à ce guide, voilà, on connaît un peu mieux toutes les actions, qu'est-ce que la Commission européenne attend de nous en tant que porteurs de projet et surtout quelles sont les dates limites de candidature, par exemple. Alors, on va présenter voilà, cette petite séquence en 4 parties. Donc, je me lance et je définis mon projet. Donc là, c'est vraiment sur le montage de projet. Donc, on peut commencer tout de suite, hein, n'est-ce pas ? Parce qu'après, on va vraiment déposer sa candidature à une date bien indiquée dans le guide du programme. On a noté février-mars, globalement, en tout cas pour les grandes actions qu'on a vues. Hein. Action clé 1, mobilité. Action clé 2, partenariat. Et ensuite, on va vous montrer ce qui se passe une fois que votre projet sera financé. Parce qu'il le sera, bien entendu. Alors, on commence tout de suite. Dans la première partie, on commence, on s'informe. Alors, on va sur le site de l'agence Erasmus, donc agence.erasmusplus.fr. C'est un site généraliste qui vous donne voilà, énormément d'informations. On vous fait un petit rappel de tous les secteurs, ce dont on vient de parler. Voilà, il y a énormément d'informations. Je vous invite à suivre aussi notre opération Prêt pour Erasmus, où du coup, à l'agence, on organise donc soit des webinaires, soit des PowerPoint commentés. Enfin, en tout cas, on met à votre disposition des supports pour, en gros, vous simplifier ce guide du programme. Donc ça va vraiment pas tarder courant décembre. Inscrivez-vous à la newsletter de l'agence Erasmus+ aussi. Un mail par mois qui vous donne toutes les infos à savoir, des exemples de projets, voilà, toutes les infos immanquables. Et pour les fans de réseaux sociaux, vous pouvez retrouver l'agence sur toutes ces applications. Donc, suivant vos affinités, vous pouvez nous suivre et poster des informations. Ensuite, on s'inspire. On vient de parler, voilà, on a eu des exemples de projets, c'est extra. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se dire, tiens, moi, mon projet, il n'est pas, voilà, c'est pas forcément l'inclusion de, voilà, je suis pas forcément dans les élèves. Comment je m'y retrouve ? On va sur le site agence.erasmusplus.fr et cette fois-ci, vous partez dans la galerie de projets. Donc, ça vous oriente voilà, soit sur les projets financés donc, pour des structures françaises. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir par secteur. Donc, voilà, moi, je suis plutôt secteur scolaire ou plutôt éducation des adultes. Je voudrais faire un projet de mobilité de partenariat, peut-être chercher par thématique. Et là, on vous donne toute une multitude de projets. Et à l'écran, vous voyez, par exemple, des fiches projets où on peut voilà, cliquer dessus et voir un peu comment, ce qui s'est passé pour ces projets-là. Vous avez également le lien vers la plateforme des résultats de projets, mais cette fois-ci à l'échelle européenne. Et là, on est sur un énorme annuaire des projets qui répertorie tous les projets Erasmus+, qui ont été financés voilà, depuis, je crois, 2014. Et ensuite, dernier point, se faire accompagner. Oui, parce qu'en effet, parfois, on a juste besoin de discuter avec quelqu'un pour savoir si on a bien tout compris. L'agence, avant tout, donc l'agence Erasmus+, France Éducation et Formation, basée à Bordeaux, on est là pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet, même au démarrage. Vous pouvez nous demander conseil et on est accompagné de notre réseau de développeurs. Donc il y a peut-être des développeurs dans la salle, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent lever la main Ok, super. Je crois que vous êtes identifiés sur vos badges aussi, c'est ça ? Et donc là, voilà, encore une fois, à la pause, vous pouvez voilà, aller les contacter ou sur le site de l'agence, vous retrouvez la carte des développeurs. Et effectivement, là, on est sur des points de contact en région et vous pourrez parler à des personnes qui connaissent bien votre territoire et qui pourront effectivement vous accompagner. On a également les bureaux territoriaux dont on a parlé. Vous pouvez vous tourner, bien entendu, vers les collectivités. Il y a toujours un service de jumelage, de relations internationales. Donc, vous pouvez voir un peu ce qui se passe autour de chez vous. Vous pouvez contacter les DAREIC, les délégués académiques aux relations européennes, internationales et à la coopération. Donc là, on est sur le niveau voilà, enseignement scolaire et formation professionnelle. Donc travail dans les rectorats. Les maisons de l'Europe, voilà. Enfin, on est surtout, en gros, votre environnement local. Vous regardez un peu autour de vous et vous pouvez voilà, vous faire accompagner sur ces projets Erasmus pour trouver des partenaires également. Si votre structure est plus importante, peut-être, je pense à une fédération sportive ou à des établissements d'enseignement supérieur, vous avez sans doute un service de relations internationales ou de coopération internationale. Vous pouvez aller vers eux aussi, ce sont des spécialistes du montage de projets, pourront vous accompagner. Et également les anciens porteurs de projets Erasmus+, donc, voilà, que vous retrouvez sur la galerie de projets. Et en général, voilà, les personnes, comme toutes celles que nous avons eues là, voilà, sont toujours souvent contentes de parler de leur projet et de raconter concrètement comment ça s'est passé. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner, c'est
d'aller discuter à ceux qui ont déjà monté des projets Erasmus. Et ensuite, on va maintenant passer à la deuxième partie, qui serait de définir son projet. Donc, vous vous lancez. Maintenant, la définition du projet. Donc, cette définition du projet, elle ne se fait pas tout seul, hein. Là, c'est très important de travailler en équipe, donc avec, bien sûr, le responsable de votre structure, avec toutes les compétences, voilà, les bonnes volontés, parce qu'un projet Erasmus+, ça fait appel effectivement à une multitude de compétences. Il y a votre gestionnaire comptable, à ne pas oublier, toute la personne qui va s'occuper effectivement des finances. Ce n'est pas rien hein, quand on reçoit la subvention Erasmus+, surtout qu'on reçoit 80% de la subvention, donc quasiment la totalité. Donc il faut être prêt à inscrire ça dans les comptes et en termes de pilotage et de suivi budgétaire, il faut quand même avoir réfléchi un petit peu en amont sur la manière dont vous allez vous y prendre pour gérer cette subvention dans la comptabilité de votre organisme. Les réseaux sociaux, c'est très important aussi autour du projet de communiquer sur votre écosystème, voilà, votre bassin éducatif, votre réseau local, bien, sans oublier effectivement les familles. Les parents sont effectivement des très bons prescripteurs derrière pour encourager une dynamique Erasmus+, dans les établissements scolaires. Donc tous ces gens-là doivent être autour de la table. Donc le trio gagnant, diapo suivante, s'il faut retenir un trio gagnant, c'est quand même le responsable de l'organisme, parce que juridiquement, donc derrière, c'est lui qui va signer les conventions avec nous, agence, pour la officialiser et formaliser dans le cadre, donc si votre projet est financé, formaliser la convention Erasmus+. Donc le responsable comptable, responsable financier, et puis quelqu'un qui va quand même coordonner tout l'aspect pédagogique. Ça a été évoqué aussi ce matin. Beaucoup de travail pour justement définir des activités Erasmus+, dans le cadre des projets de mobilité, qui s'incorporent parfaitement avec donc le programme pédagogique de l'apprenant. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet Erasmus+, il n'est absolument pas déconnecté du reste, dans le cadre, là, je pense surtout tout ce qui concerne les écoles, les collèges, lycées, et puis la formation professionnelle et autres. C'est complètement intégré au parcours de l'apprenant. Donc, il faut que les activités Erasmus soient en cohérence avec le programme scolaire, le programme d'apprentissage. Ensuite, l'identification des besoins. Ça, c'est une phase incontournable. Un projet Erasmus, il part de vos besoins, vous en tant qu'organisation. Donc ces besoins, là aussi, ça se discute autour d'une table. C'est pas uniquement chacun qui dit effectivement, moi je veux aller me former, moi je veux améliorer ma démarche environnementale. Tout ça doit être discuté, doit faire sens et doit être cohérent, puisque c'est ce que vous allez écrire dans votre demande de subvention. Ça part de vos besoins. Et enfin, voilà, dernière étape, là, donc c'est passer de l'idée au projet. Donc un projet, en général, ça germe toujours par une ou plusieurs idées. Et passer de l'idée au projet, c'est justement l'objectif de notre second atelier à partir de 11h, où là aussi, notre ambition aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu des points de repère, une méthodologie pour transformer votre idée en projet Erasmus+. Ensuite, on continue, la partie candidature. Donc la candidature qui se passe sur le site Mon projet Erasmus+. S'il vous plaît, merci, voilà. Donc ça, c'est la deuxième grande plateforme qu'il faut connaître. Mon projet erasmusplus.fr égale la candidature. Donc là, on rentre dans le dur, si je puis dire. Vous avez accès, suivant le type de projet, vous vous rappelez, action clé 1, mobilité, action clé 2, partenariat. Là, vous avez accès, donc c'est assez aussi didactique, à des fiches projets qui vous permettent effectivement d'aller étape par étape sur l'aboutissement de votre candidature. Cliquez, tout cela se fait bien évidemment de manière complètement dématérialisée. Donc candidature en ligne, dépôt de la candidature avec un clic dans les dates imparties.
très important, on l'a vu, le calendrier de candidatures. Ensuite, il y a une sélection de ces candidatures. C'est au niveau local. Les candidatures sont sélectionnées, je veux dire au niveau national, par notre pool d'évaluateurs qu'on recrute, qu'on forme, des évaluateurs externes à l'agence. Après la contractualisation, la réalisation du projet et les rapports. On est effectivement sur l'utilisation des fonds publics européens. Donc, vous aurez aussi des rapports à produire pour démontrer que vous avez utilisé la subvention de manière cohérente par rapport à tout ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc les projets, c'est des projets uniques. Donc ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de projet standardisé. Tout projet Erasmus+ est unique parce que c'est le vôtre, parce qu'il répond à vos besoins, parce que vous avez défini vos propres objectifs qui sont en cohérence avec ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Donc des objectifs qui doivent être simples, clairs, réalistes par rapport à la taille de votre organisation, par rapport à vos moyens. Voilà. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'évaluation suivant le degré d'ambition, etc. Chacun a son propre degré d'ambition. Ça, c'est très important à retenir. Et tout projet, voilà, quelle que soit sa taille, il peut être sélectionné. Ce qui compte, c'est que dans ce projet, il y ait une démarche construite, cohérente, sur la mise en œuvre. Ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment un projet Erasmus+, l'occasion de travailler en mode projet et de monter en compétences aussi pour vous, si ce n'est pas déjà des choses que vous détenez. C'est aussi l'occasion. Il y a des établissements qui profitent d'Erasmus+ pour travailler sur les compétences gestion de projet de l'ensemble de l'équipe. Voilà, on termine par la dernière étape qui est vous êtes financé et donc maintenant vous allez mener votre projet Erasmus+. Oui, ça y est. Alors, super, on est sélectionné. Le plus dur est fait. Il faudrait peut-être faire un sondage pour ceux qui ont déjà fait des projets Erasmus. Peut-être que le plus dur, c'est la candidature, en effet. C'est compliqué. Quand on ouvre la première candidature, on se dit « Oh là là, il y a beaucoup de choses à remplir. Quoi, l'impact, la communication entre partenaires, mais qu'est-ce que j'en sais? Comment je vais faire ?» Enfin, c'est un peu compliqué, mais une fois que cette candidature elle est réalisée, en fait, votre projet, voilà, on fait un pari, on vous sélectionne, et ensuite il est prêt, il est clé en main, et il n'y a plus qu'à le dérouler. Donc vous avez quand même rédigé votre candidature, voilà, on l'a dit, avant février-mars. Là, vous avez les résultats, on va dire, courant été, à la rentrée. Donc quelques mois se sont passés. Première chose à faire, quand on apprend que le projet est sélectionné, on réunit l'équipe. On se remet tous d'accord, on a eu notre projet, c'est super. On lit l'évaluation du projet, parce qu'on reçoit une évaluation aussi pour le projet. On prend en compte les commentaires des évaluateurs et on y va. Le projet démarre. Concrètement, ça se passe comment ? Par un contrat déjà. Donc l'agence vous envoie un contrat que vous signez. Et une fois que vous avez signé ce contrat, vous recevez des financements. Erasmus, ce sont bien des financements pour financer les activités qui sont prévues à la candidature. Une fois que vous recevez ces financements, c'est parti, le projet peut commencer. Et le projet, qu'est-ce que c'est ? C'est votre candidature. Donc plus votre projet est bien rédigé, dans les détails, plus après, une fois que vous recevrez le financement, vous pourrez tout simplement réaliser ce qui est indiqué dans votre candidature, et là, votre projet, il sera parfait. Ensuite, la gestion budgétaire. Donc là, on va répondre à notre agent comptable qui s'inquiétait tout à l'heure en disant un projet Erasmus, pourquoi pas, mais moi, je ne veux pas que ça me complique le quotidien. Et on peut le comprendre. Chacun, comme on disait, chacun a déjà beaucoup de choses à faire au quotidien. Alors déjà, on n'oublie pas que cet agent comptable ou ce gestionnaire, ce trésorier, suivant votre structure, il faisait partie du trio gagnant dès le démarrage. Donc dès le démarrage, il est associé au projet. Il sait ce qui va se passer, peut-être même qu'il pourra participer au projet et faire des mobilités. Pourquoi pas ? En tout cas, ce qu'on peut lui dire pour le rassurer, c'est qu'on est sur des financements forfaitaires. Sur les projets Erasmus, la majeure partie des financements sont forfaitaires, c'est-à-dire que pour une activité ou un déplacement ou un guide, en gros, vous avez un financement forfaitaire. Bien entendu, en interne, vous tenez vos frais réels, ça c'est une obligation qu'ont toutes les structures, mais en tout cas, l'attribution de la subvention est une somme forfaitaire. Donc ça, c'est quand même une grande souplesse de gestion. Alors, il n'y a pas d'avance à faire, on l'a dit. Effectivement, pour la majeure partie des projets, en tout cas pour tous les projets, 80% de la subvention est accordée dès le démarrage du projet. Pour les projets longs, de 3 ans, ça peut être 40%, puis 40%.
En fait, les 20% suivants du projet sont attribués une fois que le projet se termine, hein. On a effectué les contrôles, on réajuste, et effectivement, voilà, on arrive souvent à ces 100%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre projet sera financé dès le démarrage à 80% de ce que vous avez demandé à la candidature. Donc là, ça permet vraiment aux petites structures qui ont peu de trésorerie de vraiment se lancer dans ce type de projet. Et dernier point, il n'y a pas de cofinancement qui est requis. Alors, c'est juste pour dire que ce n'est pas une obligation. En tout cas, dans les formulaires de candidature, ça n'apparaît pas. On ne demande pas de cofinancement, mais vous pouvez tout à fait en chercher, en demander et voilà, vous débrouiller avec ce que vous pouvez trouver en plus si vous avez besoin de financement supplémentaire pour faire partir plus d'élèves ou donner une autre ampleur à votre projet. Donc voilà, ça c'est quand même la partie simplicité et gestion, simplicité de gestion pour ces projets Erasmus. On a mis que l'agence est toujours à vos côtés dans cette partie-là. Voilà, c'est ça, on parle de soutien de l'agence et c'est vrai qu'on a eu un de nos participants qui nous a dit qu'effectivement, même une fois que le projet est lancé, l'agence est là, effectivement, on vous aide avant, mais une fois que vous avez signé votre contrat, vous avez vraiment un chargé de projet qui est dédié à votre projet et qui va vous suivre tout au long de votre projet. Et voilà, on est plutôt disponible à l'agence pour répondre par mail et par téléphone. On est vraiment là pour accompagner toutes les structures. Alors Erasmus, ça finance quoi? Pour ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience, ça finance tout un tas de choses, principalement effectivement du voyage. Ça finance les frais de voyage, les déplacements, les frais de séjour sur place, hein, bien sûr. Les frais d'organisation aussi, les structures peuvent recevoir des financements pour organiser certains événements, des cours, des formations, des guides. Il y a effectivement du financement supplémentaire pour ce qu'on appelle les besoins spécifiques. Alors bon, soit c'est pour les personnes éloignées géographiquement, pour tout ce qui concerne l'inclusion, les personnes en situation de handicap. Donc il peut y avoir des financements supplémentaires. Donc là, on a un peu tout mélangé, hein, action clé 1, action clé 2 sur ce qui est possible de financer. Mais on peut donner 2 exemples très concrets. On a fait nos petits calculs, mais en gros, c'est pour vous donner des idées hein, de ce qu'on peut obtenir avec Erasmus+. Si vous faites un projet de mobilité action clé 1, et que vous voulez que, par exemple, 5 personnes se déplacent, alors 5 personnes, on parle d'adultes, hein, de personnel adulte, de personnel, se déplacent pendant 5 jours, on est environ sur 8 000 € de subvention. Attention, ça dépend du pays, ça dépend de la durée des personnes, bon, bref. Mais on a essayé de vous donner des chiffres à peu près globaux. Si on part sur une classe, par exemple, de 20 élèves avec 2 enseignants qui partiraient 5 jours à l'étranger, encore une fois, ça dépend du pays, on serait environ sur 11 000 € de subvention Erasmus, ou un apprenti qui partirait 3 semaines en stage. Encore une fois, moyenne, suivant le pays, ce serait environ 900 €. C'est pour vous donner juste une idée globale. Hein. On est vraiment sur des financements par pays, par personne, par activité. Donc. En ce qui concerne l'action clé 2 des partenariats, c'est plus simple. En tout cas, on est sur du forfait. Voilà. Donc là, c'est vraiment une somme forfaitaire pour un projet, tout simplement. On a des petits projets qui vont de 30 000 à 60 000 €, hein, les partenariats simplifiés. Et ensuite, on a des partenariats de coopération. Donc, pour ceux qui connaissaient les anciens partenariats stratégiques, maintenant, on est sur les partenariats de coopération qui, eux aussi, en cette année 2022, seront sur un forfait global, hein, 125, 250 ou 400 000 € pour financer un projet. Encore une fois, ça dépend de l'ambition de votre projet, du nombre de partenaires, de la durée du projet, etc. etc. Ben voilà, on arrive à la fin de notre projet. Il est terminé. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sont passés, suivant la durée de votre projet. Qu'est-ce qu'on en retire? Quel est l'impact de ce projet? Alors chacun, là, avec ses besoins, chacun en a tiré un impact, j'imagine, personnel d'un côté, mais il y a aussi du collectif. Hein, ça, je pense qu'on en a bien parlé, parce qu'on retrouve toute notre équipe, mais on a aussi tout plein de personnages en plus, là, qui n'étaient pas là au démarrage. Donc ça peut être les partenaires européens, ça peut être les parents d'élèves, les structures homologues qu'on a à côté de nous, enfin voilà, les collectivités, tout notre environnement local. On voit que la personne qui voulait partir se former, elle a amélioré ses compétences numériques. La chef d'établissement, par exemple, qui voulait que son établissement rayonne à l'international, eh bien, ça marche.
La personne qui voulait améliorer sa démarche environnementale, ben là, elle voit que les personnes dans sa structure ont réussi à réduire de 30% ces déchets. On a un réseau professionnel qui est élargi pour la personne qui voulait aller étudier en Italie, voir ce que faisaient ses collègues. Et on retrouve notre agent comptable qui ne voulait pas trop s'engager au départ. Et tiens, c'est marrant, il a trouvé ça hyper simple et il a envie de se relancer dans un nouveau projet. Bon, alors là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut constater, nous, à l'agence. En tout cas, les structures qui ont déposé un projet ont tendance, voilà, en gros, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on n'hésite pas à redéposer des projets derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement constater. Voilà, on arrive à la fin de cette séquence. On espère bien avoir réussi à vous donner envie, en tout cas, de déposer des projets Erasmus. Et on vous remercie de votre participation et de votre écoute.